Ça y est, le moment que tout le monde attendait vient d'arriver. JP Morgan, l'une des institutions financières les plus puissantes au monde, vient de basculer à l'achat. Et ce n'est pas tout. Dans exactement 4 jours, une interdiction majeure de la Chine entre en vigueur. Une interdiction qui va bouleverser les chaînes d'approvisionnement mondiales et créer une onde de choc sur les marchés. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe en ce moment même, vous allez rater quelque chose d'énorme. Et je ne parle pas d'un simple mouvement de marché. Je parle d'un changement de paradigme qui va redéfinir les gagnants et les perdants dans l'économie mondiale. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que je vais vous révéler pourrait complètement changer votre vision du marché et, plus important encore, vous donner les clés pour naviguer dans cette tempête qui arrive. Bienvenue sur la chaîne HistoFinance. Ici, on décrypte ce que les gros acteurs font, pas ce qu'ils disent mot à la télévision. Abonne-toi, mets un like maintenant, ça aide énormément et surtout ne saute aucune partie de cette vidéo. Avertissement important, ne précipitez pas cette vidéo. Celui qui accélère rate toujours l'information qui peut le protéger. Commençons. Partie 1. Le retournement historique de JP Morgan. Commençons par la première bombe. JP Morgan Chase, la plus grande banque américaine, avec plus de 3800 milliards de dollars d'actifs sous gestion, vient de faire un retournement spectaculaire sur plusieurs positions clés. Vous savez ce que ça signifie quand une institution de cette taille change sa position? Ça ne se fait pas à la légère. Ça veut dire qu'ils ont vu quelque chose dans leur modèle, quelque chose que le marché n'a pas encore totalement intégré, quelque chose que 99% des investisseurs particuliers n'ont même pas sur leur radar. Laissez-moi vous donner du contexte. JP Morgan, ce n'est pas juste une banque, c'est une machine d'analyse financière qui emploie des milliers d'analystes, de camps, de data scientists. Leur modèle d'intelligence artificielle passe au crible des millions de points de données chaque jour. Quand ils changent de position, ce n'est pas sur un coup de tête. C'est calculé, c'est stratégique, et c'est souvent précurseur de mouvements massifs sur les marchés. Regardons l'historique. En 2020, quand JP Morgan a basculé massivement sur les valeurs technologiques avant que tout le monde comprenne l'impact du télétravail, qu'est-ce qui s'est passé? Boum! Le Nasdaq a explosé. En 2022, quand ils sont devenus ultra prudents sur les cryptos avant le crash de FTX, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient raison. Cette fois-ci, le retournement est encore plus intéressant. Pendant des mois, leur position était neutre, voire négative sur certains secteurs clés. Ils parlaient de prudence, d'attente, de risques géopolitiques. Les mots-clés dans leur rapport étaient volatilité, incertitude, repositionnement. Mais maintenant, le ton a complètement changé. Buy, overweight, strong conviction, ce sont les termes qui apparaissent dans leurs dernières notes aux clients. Ils ne se contentent pas de dire « c'est peut-être le bon moment », ils disent « c'est le moment ». Alors quel secteur exactement ? D'après les dernières analyses, JP Morgan a upgradé massivement, les valeurs financières, eux-mêmes, se positionnent agressivement. Citigroup vient de passer à surpondération avec un objectif de prix revu à la hausse. Pourquoi ? Parce qu'ils anticipent un environnement de taux qui va rester favorable plus longtemps que prévu et une volatilité qui va créer des opportunités de trading massive. Les valeurs industrielles liées aux infrastructures, on parle d'entreprises de construction, de matériaux, d'équipements. Le plan d'infrastructure américain continue de déployer des milliards et maintenant, avec les tensions avec la Chine, il y a une urgence à relocaliser, à sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Ça veut dire investissement massif. Certaines valeurs technologiques sélectionnées d'Etzumlar, pas toutes. Attention, JP Morgan est devenu ultra sélectif. Ils aiment les entreprises qui ont diversifié leurs sources d'approvisionnement, qui ne dépendent pas exclusivement de la Chine pour leurs composants critiques, l'énergie et les matières premières stratégiques, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, et c'est là que le lien avec la Chine devient évident. Partie 2. L'interdiction chinoise, la bombe géopolitique. Maintenant, parlons de l'éléphant dans la pièce. Parlons de ce qui se passe vraiment avec la Chine, parce que c'est là que tout prend son sens. Dans 4 jours exactement,
le 13 janvier 2026, une interdiction d'exportation majeure imposée par la Chine entre en vigueur. Et non, ce n'est pas une rumeur de Twitter, ce n'est pas de la spéculation, c'est confirmé, c'est officiel, c'est publié dans le journal officiel chinois. Le 7 janvier 2026, Pékin a annoncé une interdiction complète d'exportation de produits à double usage vers le Japon. Mais attention, ne vous laissez pas tromper par le terme double usage. On parle de plus de 1000 produits différents. On parle de terres rares, de gallium, de germanium, de graphite ultra pur, de néodyme, de dysprosium. Si ces noms ne vous disent rien, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est absolument critique. Les terres rares, la Chine contrôle environ 70% de la production mondiale et 90% du raffinage. Ces matériaux sont essentiels pour tout ce qui est high-tech. Smartphones, ordinateurs, éoliennes, panneaux solaires, véhicules électriques, systèmes de défense, satellites. Sans terres rares, l'économie moderne s'arrête, littéralement. Le gallium et le germanium. Utilisés dans les semi-conducteurs de haute performance, les panneaux solaires, les systèmes de communication 5G. La Chine produit 80% du gallium mondial et 60% du germanium. Quand ils coupent le robinet, les prix explosent. En 2023, quand ils avaient juste menacé de restreindre ces exports, les prix ont doublé en quelques semaines. Le graphite ultra pur, composant essentiel des batteries lithium-ion. Chaque voiture électrique nécessite entre 50 et 100 kg de graphite. La Chine contrôle 65% de la production mondiale et presque 100% du raffinage en graphite de qualité batterie. Vous commencez à voir le problème ? Mais attendez, il y a un détail crucial que beaucoup de gens ratent. Cette interdiction vise officiellement le Japon, en représailles aux déclarations de la première ministre japonaise Shigeru Ishiba sur Taïwan. Elle a osé dire que la situation à Taïwan était une question de sécurité pour le Japon. Pékin a réagi immédiatement. Mais voilà la réalité. Le Japon n'est que le début. C'est un message à tout l'Occident, un avertissement. La Chine dit « Nous contrôlons les ressources dont votre économie dépend. Ne l'oubliez jamais. » Les États-Unis regardent nerveusement. L'Europe regarde nerveusement. Parce qu'ils savent qu'ils pourraient être les prochains. Surtout avec les tensions actuelles sur Taïwan, sur les semi-conducteurs, sur les investissements technologiques, et il y a un contexte encore plus large. Depuis 2022, les États-Unis ont imposé des restrictions massives sur les exportations de technologies de semi-conducteurs vers la Chine. Les Pays-Bas ont suivi, le Japon a suivi. L'objectif était de ralentir le développement technologique chinois, particulièrement dans l'IA et les applications militaires. La Chine a encaissé. Pendant 2 ans, elle a encaissé. Elle a investi massivement dans l'autosuffisance, dans le développement de ses propres technologies. Et maintenant, elle contre-attaque. Pas avec des tarifs, pas avec des sanctions financières, mais avec quelque chose de beaucoup plus puissant, le contrôle des ressources physiques. Regardez les chiffres. L'industrie japonaise consomme pour environ 12 milliards de dollars de terres rares chinoises par an. L'industrie automobile japonaise, qui est en pleine transition vers l'électrique, dépend massivement de ces imports. Toyota, Honda, Nissan, tous vulnérables. Mais ce n'est pas juste le Japon. Les chaînes d'approvisionnement sont mondiales. Un composant fabriqué au Japon avec des terres rares chinoises finit dans un smartphone assemblé au Vietnam, vendu en Europe, conçu en Californie. Quand vous cassez un maillon, toute la chaîne tremble. Les analystes de Goldman Sachs estiment que cette interdiction pourrait affecter jusqu'à 800 milliards de dollars de production industrielle mondiale si elle est maintenue plus de 6 mois. Deutsche Bank parle d'un impact potentiel de 1,2% sur la croissance du PIB japonais cette année. Et voilà ce qui est vraiment terrifiant. La Chine a déjà fait ça avant. En 2010, lors d'un différend territorial avec le Japon, Pékin a coupé les exportations de terres rares pendant 2 mois. Les prix ont explosé de 400%. Des usines ont fermé. Des projets ont été abandonnés. Et ça, c'était il y a 16 ans, quand l'économie mondiale était beaucoup moins dépendante de ces matériaux qu'aujourd'hui. Partie 3,
la convergence. Pourquoi? Tout est connecté. Alors maintenant, connectons les points, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. JP Morgan bascule à l'achat. La Chine resserre son contrôle sur les exportations stratégiques. Ces deux événements ne sont pas une coïncidence. Ils ne se produisent pas dans deux univers parallèles. Ils sont intrinsèquement liés. Voilà ce qui se passe vraiment et pourquoi les grandes institutions financières repositionnent leur portefeuille en ce moment même. Scénario 1. L'anticipation de la pénurie et l'explosion des prix. Les institutions financières comme JP Morgan ont accès à des données que nous ne voyons pas. Elles ont des contacts au plus haut niveau des gouvernements, des entreprises, des chaînes d'approvisionnement. Elles savaient que cette interdiction arrivait probablement des semaines, voire des mois à l'avance. Quand l'offre diminue brutalement et que la demande reste forte, qu'est-ce qui se passe? Économie de base, les prix explosent. JP Morgan positionne ses clients avant la hausse. Ils veulent être investis dans les bonnes entreprises avant que le grand public réalise ce qui se passe. Quelles entreprises exactement? Plusieurs catégories. Les producteurs alternatifs de terres rares. L'Australie a des gisements massifs mais sous-exploités. Lynas Rare Earths est le seul producteur significatif de terres rares hors de Chine. Leur action pourrait exploser. MP Materials aux États-Unis qui possède la mine de Mountain Pass en Californie. Neo Performance Materials au Canada. Ces entreprises étaient marginales il y a encore un an. Maintenant, elles deviennent stratégiques. Les entreprises de recyclage de métaux rares, il y a des millions de tonnes de terres rares dans les décharges électroniques mondiales. Des entreprises comme Umicore en Belgique ou des startups comme Urban Mining Company développent des technologies pour récupérer ces matériaux. Avec les prix qui explosent, le recyclage devient soudainement ultra rentable. Les fabricants de semi-conducteurs qui ont diversifié leurs sources, Samsung qui a investi massivement dans des partenariats hors Chine, TSMC qui malgré sa localisation à Taïwan a sécurisé des contrats d'approvisionnement multiples, Intel qui a relocalisé une partie de sa production aux États-Unis. Scénario 2, la volatilité comme opportunité. Les tensions géopolitiques créent de la volatilité. Et pour les traders professionnels, la volatilité c'est de l'or. Littéralement. Quand les marchés bougent de 2 à 3% par jour au lieu de 0,5%, les profits des desks de trading explosent. JP Morgan a une des plus grandes opérations de trading au monde. Plus de volatilité égale plus de profit. Ils veulent être positionnés pour capturer ces mouvements. Leur modèle de trading algorithmique adore les périodes de haute volatilité. C'est là qu'ils font le plus d'argent. Mais ce n'est pas que du trading court terme, c'est aussi stratégique. Les périodes de crise créent des opportunités d'achat exceptionnelles. Des entreprises fondamentalement solides voient leurs actions baisser temporairement à cause de la peur. Les institutions qui ont du cash et du courage achètent à ces moments-là et font des fortunes quand le calme revient. Scénario 3. Le reshoring et la relocalisation, le méga-trend de la décennie. C'est peut-être le plus important. Nous sommes au début d'un changement massif dans l'organisation de l'économie mondiale. Pendant 30 ans, le mantra était globalisation, optimisation des coûts, délocalisation en Asie. Maintenant, le mantra change. Sécurité, résilience, diversification, relocalisation. Les gouvernements occidentaux ont compris qu'ils ne peuvent plus dépendre d'un seul pays pour les ressources produits et produits critiques. C'est une question de sécurité nationale. Biden a signé le CHIPS Act avec 52 milliards de dollars pour relocaliser la production de semi-conducteurs. L'Europe a son propre plan avec 43 milliards d'euros. Le Japon investit massivement. Mais ce n'est pas que les semi-conducteurs, c'est toute la chaîne, les batteries, les panneaux solaires, les composants électroniques, les matériaux de base, tout doit être relocalisé ou au minimum diversifié. Et devinez qui va profiter de ça?
les entreprises occidentales de construction, d'ingénierie, de machines-outils, de logistique. Des billions de dollars vont être investis dans cette transformation sur les 10 prochaines années. JP Morgan voit cette vague arriver. Ils positionnent leurs clients pour surfer dessus. Scénario 4. La Chine comme opportunité, pas seulement comme risque. Voilà un angle que peu de gens considèrent. La Chine elle-même devient un marché intéressant dans ce contexte. Pourquoi ? Parce que Pékin sait qu'elle ne peut pas juste fermer les robinets indéfiniment sans conséquence pour sa propre économie. La Chine a besoin d'exporter. C'est le moteur de sa croissance. Si elle coupe trop longtemps, ses propres entreprises souffrent, le chômage monte, la stabilité sociale est menacée. Donc ces interdictions sont souvent temporaires, tactiques, utilisées comme levier de négociation. Les institutions qui comprennent le timing peuvent faire des profits énormes. Acheter quand tout le monde a peur, vendre quand l'accord est signé et que les marchés célèbrent. Partie 4. Les gagnants et les perdants. Qui va s'effondrer, qui va exploser. Parlons maintenant concrètement. Qui va gagner, qui va perdre. Parce que c'est bien beau de comprendre la macro, mais au final ce qui compte, c'est où mettre son argent. Les perdants évidents. Les entreprises manufacturières japonaises ultra dépendantes de la Chine, on parle de certains fournisseurs automobiles, de fabricants de composants électroniques qui n'ont pas diversifié. Si vous regardez leur bilan et que vous voyez 60 à 70% de leurs inputs qui viennent de Chine, c'est un signal d'alarme massif. Les petites et moyennes entreprises technologiques tombent sans réserve, les grandes corporations ont généralement 3 à 6 mois de stock de composants critiques. Les PME ont souvent 3 à 6 semaines. Quand la chaîne se casse, ce sont elles qui meurent en premier. Les entreprises de véhicules électriques, pure players, qui n'ont pas sécurisé leurs batteries, il y a eu une explosion de start-up UV ces dernières années. Beaucoup ont des designs sympas, des prototypes impressionnants, mais n'ont pas sécurisé leur chaîne d'approvisionnement en batterie. Sans batterie, pas de voiture. Sans voiture, pas de revenus. C'est simple et brutal. Les gagnants potentiels. Les miniers de terres rares hors Chine, je l'ai déjà mentionné mais c'est crucial. Linas, MP, Materials, toute entreprise qui possède des gisements exploitables va voir sa valorisation exploser. Mais attention aux arnaques. Il y a beaucoup de junior miners qui prétendent avoir des gisements mais qui n'ont ni la technologie ni les finances pour les exploiter. Faites vos recherches. Les fabricants d'équipements pour la relocalisation industrielle. Des entreprises comme ASML qui fabriquent les machines pour produire des semi-conducteurs. Comme Applied Materials, comme Lam Research. Si l'Occident veut relocaliser sa production, il doit acheter des milliards de dollars d'équipements à ces entreprises. Les entreprises de défense et de sécurité, les tensions géopolitiques sont bonnes pour le secteur de la défense. C'est cynique, mais c'est vrai. Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, leurs actions montent toujours quand les tensions montent. Les fournisseurs d'alternatives énergétiques et matérielles, des entreprises qui développent des alternatives aux terres rares. Par exemple, certaines compagnies travaillent sur des moteurs électriques qui n'utilisent pas de terres rares. D'autres développent des batteries sodium-ion pour remplacer le lithium-ion. Si elles réussissent, elles deviennent des licornes. Les grandes techs qui ont anticipé, Apple a commencé à diversifier sa chaîne d'approvisionnement il y a 3 ans. Ils produisent maintenant en Inde, au Vietnam, partiellement aux États-Unis. Microsoft idem, Google idem. Ces entreprises qui ont investi des milliards dans la diversification vont surperformer celles qui sont restées 100% Chine dépendantes. Les paris contre-intuitifs. Et puis, il y a les opportunités contre-intuitives. Les entreprises chinoises compropient et l'info elles-mêmes. Pourquoi ? Parce que quand la poussière retombe, les accords se signent, les relations se normalisent et ceux qui ont acheté les actions chinoises au plus bas font des fortunes. C'est ce que les investisseurs pros appellent
Achetez quand il y a du sang dans les rues. Évidemment, c'est ultra risqué, ça demande des nerfs d'acier et un horizon d'investissement long terme. Mais historiquement, les plus grands profits viennent souvent des paris que personne n'ose faire. Partie 5. Ce que vous devez faire maintenant, action concrète. Alors maintenant la vraie question. Qu'est-ce que vous, en tant qu'investisseur ou simple citoyen, devez faire avec toute cette information ? Je vais être direct, pratique et vous donner des actions concrètes. Action 1. Auditez votre portefeuille. Si vous investissez, prenez 2 heures ce week-end et faites un audit complet de votre portefeuille. Pour chaque action que vous possédez, demandez-vous, cette entreprise dépend-elle de la Chine pour ses composants critiques ? Si oui, à quel degré ? 5%, 50%, 90%? Cette entreprise a-t-elle diversifié ses sources d'approvisionnement ? Est-ce qu'elle communique là-dessus dans ses rapports financiers ? Cette entreprise a-t-elle des stocks suffisants pour tenir 6 mois en cas de disruption ? Cette entreprise fabrique-t-elle des produits ou services qui vont bénéficier de la relocalisation ? Si vous trouvez des positions ultra exposées négativement, considérez de réduire ou de sortir. Si vous trouvez des positions bien protégées ou positivement exposées, considérez d'augmenter. Action 2. Ne paniquez pas, mais ne soyez pas complaisant. Les marchés adorent créer du drame. Les médias adorent les gros titres catastrophiques. La fin de la mondialisation, la guerre économique totale, etc. La réalité est toujours plus nuancée. Oui, il y a des risques réels. Oui, il va y avoir de la volatilité. Mais non, ce n'est pas la fin du monde, l'économie mondiale a survécu à des crises bien pires. Les chaînes d'approvisionnement sont résilientes et s'adaptent. Donc ne vendez pas tout en panique. Mais ne restez pas non plus les bras croisés en pensant que ça va se régler tout seul. Soyez proactif mais rationnel. Action 3. Pensez diversification géographique. Si tout votre portefeuille est concentré sur des actions américaines ou européennes, c'est le moment de regarder ailleurs. L'Australie va bénéficier massivement du boom des terres rares. Le Canada aussi. Certains pays d'Amérique latine ont des ressources minières stratégiques. Considérez des ETF qui donnent une exposition à ces régions. Ça ne veut pas dire tout mettre là-bas, mais avoir 10 à 15% de votre portefeuille dans ces zones peut être intelligent. Action 4. Regardez les matières premières. Historiquement, les matières premières performent bien en période d'inflation et de tensions géopolitiques. Le cuivre va être essentiel pour l'électrification. L'uranium pour le nucléaire qui revient en force. Le lithium pour les batteries. L'or comme valeur refuge. Vous pouvez acheter des ETF de matières premières, des actions de minières ou même des matières premières physiques si vous êtes à l'aise avec ça. C'est une façon de se protéger contre l'inflation et la dévaluation monétaire tout en pariant sur les tendances structurelles. Action 5. Éduquez-vous continuellement. Ce qui se passe maintenant n'est pas un événement isolé. C'est le début d'une nouvelle ère dans les relations économiques mondiales. La démondialisation, le friendshoring, la sécurisation des chaînes d'approvisionnement, ce sont des tendances qui vont durer des années, voire des décennies. Lisez, étudiez, suivez des analystes sérieux. Pas les charlatans sur Twitter qui promettent des rendements à 1000%, mais des vrais experts qui comprennent la géopolitique, l'économie, les marchés. Abonnez-vous à des newsletters de qualité. Financial Times, The Economist, Bloomberg. Oui, ça coûte de l'argent, mais c'est un investissement dans votre éducation financière. Action 6. Gardez du cash pour les opportunités. C'est contre-intuitif quand tout le monde parle d'inflation, mais avoir 10 à 20% de votre portefeuille en cash est intelligent dans un environnement volatile. Pourquoi ? Parce que la volatilité crée des opportunités d'achat extraordinaires. Quand une excellente entreprise voit son action chuter de 30% à cause d'une panique générale, celui qui a du cash peut acheter et faire une fortune quand ça remonte. Celui qui est 100% investi ne peut rien faire et regarde passer le train. Action 7. Pensez long terme. Le pire que vous puissiez faire, c'est d'essayer de timer parfaitement le marché. Je vais vendre maintenant et racheter quand ça aura baissé de 15%.
Ça ne marche presque jamais. Vous ratez la hausse, vous rachetez trop tard, vous perdez en frais et en stress. Si vous croyez qu'une entreprise est fondamentalement solide, que son business model va perdurer, que ses produits vont rester demandés, alors une baisse temporaire de 20 à 30%, c'est une opportunité d'acheter plus, pas une raison de vendre. Les vrais millionnaires du marché boursier ne sont pas ceux qui tradent frénétiquement. Ce sont ceux qui achètent de bonnes entreprises et les gardent 10, 20, 30 ans. Warren Buffett ne s'est pas enrichi en vendant et rachetant Coca-Cola tous les 3 mois. Partie 6. Les erreurs à éviter. Absolument. Maintenant, parlons des erreurs que je vois constamment et qui détruisent des portefeuilles. Erreur 1. Suivre aveuglément les recommandations. Oui, JP Morgan a basculé à l'achat. Mais ça ne veut pas dire que vous devez acheter exactement les mêmes choses que vous n'avez pas leur diversification. Vous n'avez pas leur accès aux informations. Vous n'avez pas leur horizon d'investissement. Une position qui fait sens pour un fonds avec 100 milliards sous gestion ne fait peut-être pas sens pour vous avec 50 000 euros. Adaptez toujours à votre situation personnelle. Erreur. 2. Surinvestir dans un seul thème. Les terres rares vont exploser, donc je mets tout dans les minières de terres rares. C'est exactement comme ça qu'on perd tout. Même si vous avez raison sur la tendance, vous pouvez choisir les mauvaises entreprises, où le timing peut être mauvais, où des événements imprévus peuvent se produire. Diversification, toujours. Jamais plus de 5 à 10% de votre portefeuille dans un seul pari, même si vous êtes ultra convaincu. Erreur. 3. Ignorer les fondamentaux. Une entreprise peut être dans le bon secteur, mais être pourrie financièrement. Endettée jusqu'au cou. Management incompétent, produit médiocre, suivez les fondamentaux, regardez les bilans, regardez les cash flows, regardez la gouvernance. Erreur 4, trader sur les émotions. Le marché monte de 5%, c'est parti, je vais devenir riche. Vous achetez au plus haut, le marché baisse de 5%. Oh non, tout s'effondre. Vous vendez au plus bas. Résultat, vous perdez systématiquement. Ayez un plan. Tenez-vous-y. Ignorez les fluctuations quotidiennes. Si vous ne pouvez pas dormir tranquillement avec vos positions, c'est que vous êtes trop exposé ou dans les mauvais actifs. Voilà où nous en sommes. JP Morgan bascule à l'achat. L'interdiction chinoise entre en vigueur dans 4 jours. 2 forces tectoniques qui convergent pour créer soit une opportunité massive, soit un piège mortel pour les mal préparés. La question n'est plus si les marchés vont réagir. C'est quand et à quelle ampleur. Les semaines à venir vont être décisives. Nous sommes à un point d'inflexion dans l'histoire économique mondiale. La mondialisation telle que nous l'avons connue pendant 30 ans est en train de se transformer profondément. Les règles du jeu changent. Les gagnants d'hier ne seront pas forcément les gagnants de demain. De nouvelles opportunités émergent. De nouveaux risques aussi. Mais voilà ce que je veux que vous reteniez. Le changement n'est pas votre ennemi. L'ignorance l'est. La complaisance l'est. La panique l'est. Mais si vous êtes informé, si vous êtes préparé, si vous êtes rationnel, alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu es arrivé ici, c'est que tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant les autres. Partage cette vidéo avec une seule personne, quelqu'un que tu veux protéger. Abonne-toi, active la cloche, parce que ce qui arrive ne sera pas annoncé à la télévision. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et souviens-toi, les marchés récompensent la préparation, jamais la panique.